Merci à tous de votre participation. Nous sommes ravis de vous accueillir pendant, voilà, on est parti sur 1 heure de webinaire. Donc, je me présente quand même, je suis Isabelle Rotureau d'Initiative Vendée Bocage, un des partenaires voilà, de cet événement. Juste pour vous rappeler un petit peu le point de vue technique. Donc voilà, il vaut mieux, effectivement, il faut couper votre son et puis la caméra. Et puis en haut, là, sur votre écran, il y a une petite bulle vous permettant de chatter. Et ça va vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et donc, on y répondra en fin de webinaire. Voilà, donc on va commencer. Alors, ce webinaire, il s'appelle l'incertitude et si elle était une opportunité pour votre entreprise. Alors, pourquoi on a choisi cette thématique et quel était l'objectif? L'objectif, c'est déjà voilà, que vous passiez un bon moment et qu'on passe un bon moment tous ensemble pendant cette heure. Et puis, l'autre objectif, c'est bien sûr d'essayer de vous rassurer, de vous donner quelques clés dans ce cadre, dans ce contexte d'incertitude. Effectivement, on a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que voilà, l'incertitude, de toute façon, elle a toujours existé, elle va encore exister, qu'il y ait Covid ou pas, avec plus ou moins de force, bien entendu. Mais la bonne, c'est qu'on peut l'apprivoiser. C'est que parfois, ça peut être justement une opportunité et donc une force. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vous donner quelques clés et de vous aider tout simplement si c'est possible. Je vais passer la parole à Dominique pour qu'il vous présente les partenaires et puis également l'ensemble des intervenants. Donc, merci à tous et bon webinaire. Merci Isabelle. Donc, je suis Dominique Launay, délégué général de l'Igeria. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors, cette table ronde a été co-organisée par 4 partenaires qui sont la Chambre de Ah, effectivement, on n'entend plus Dominique. Bon, je vais prendre le relais. Dominique, on t'entend plus? Non, mais j'ai dû recouper le micro sans le faire exprès. Donc, je sais plus où j'en étais. Comment dire, cette table ronde est co-organisée par 4 partenaires qui sont la Chambre de métiers et d'artisanat des Pays de la Loire, Harmonie Mutuelle, Initiative Vendée Bocage et l'Igeria, qui est l'association régionale des entreprises alimentaires. La table ronde va être animée par Myriam Boutera et Catherine Herbreteau, chargées de prévention à la Chambre de métiers et d'artisanat et Harmonie Mutuelle, qui nous donneront également des éléments de méthode, des outils, des conseils utiles. Et nous avons la chance d'avoir 2 grands témoins qui vont nous partager leur vécu, leur retour d'expérience et leurs bonnes pratiques. Il s'agit de Philippe Fressé, dirigeant de Crustamar, qui intervient sur le marché de la crevette et qui est également administrateur, membre du bureau de l'Igeria, et de Yannick Périgot, qui est dirigeant de Disobey, agence dans le domaine de l'événementiel et également administrateur de la cantine numérique. Alors, pour les connaître un tout petit peu tous les deux, ils ont au moins en commun une bonne dose d'optimisme et puis une vraie culture du collectif et du collaboratif. En témoigne en particulier, entre autres, leur implication dans l'association Inspire, dont ils vous reparleront très certainement. Maintenant, je laisse la parole à Myriam et Catherine pour lancer la table ronde. Merci. Merci Dominique. Donc, bonsoir à tous, Myriam Boutera de la Chambre des métiers. Donc, on va passer effectivement à la table ronde et aux échanges avec les 2 témoins. Et donc, normalement, vous allez les voir et pouvoir les entendre. Parce que moi, j'ai rien à l'écran. Bonjour. Donc, Monsieur Fressé et Monsieur Périgot. Oui, Philippe, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend, voilà, on vous voit. C'est bon. Et Monsieur Périgot? On n'entend pas Monsieur Périgot.
Monsieur Monsieur Périgot, Périgot, votre vous avez micro est votre micro coupé. coupé. Ah. Donc, a priori, Monsieur Périgot ne peut pas ouvrir son micro. Ah, Est-ce qu'il y a un administrateur de la réunion qui peut peut-être prendre la oui. main et ouvrir le micro de Yannick? Alors, Monsieur Périgot, vous avez bien accès à votre micro. Il est autorisé. Je pense qu'il faut que vous essayiez de l'activer de votre côté. Moi, de mon côté, côté administration, le micro est autorisé. Oui, quitter et revenir, c'est peut-être la solution. Les aléas du direct. Peut-être en attendant, Monsieur Fressé, vous pouvez peut-être prendre la parole et vous présenter en 3 mots. Avec plaisir. Yannick me connaît, donc ça ne lui manquera pas. Et alors, mais avant tout, moi, je tiens à remercier effectivement Initiative Vendée Bocage, Ligéria, la Chambre de métiers et d'artisanat des Pays de la Loire et puis Harmonie Mutuelle pour nous inviter à cette réunion, à ce webinaire. Donc j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai créé Crustamar il y a 21 ans, au mois de juin ça fera 21 ans. Crustamar est spécialisé dans l'importation et la commercialisation de produits de la mer surgelés, issus de filières sécurisées et, tant qu'à faire, responsables. Nous importons notamment des crevettes bio du Pérou et à destination principalement des industriels agroalimentaires et régionaux. L'effectif de Crustamar, c'est 5 personnes. Et j'interviens également à Audencia sur le Master Food Agribusiness Management. Comme l'a dit Dominique, je suis membre de Ligéria et à mes heures perdues, ce qui correspond à 2-3 fois par semaine, je suis enseignant d'aïkido quand les gymnases me sont ouverts. À vous les studios. Monsieur Périgot, vous avez retrouvé le son? Je crois que j'ai retrouvé la voix. Est-ce que vous me recevez? Très bien. On vous reçoit et on vous voit. Donc, même exercice, Monsieur Périgot, qu'à l'instant fait par Monsieur Fressé. Pouvez-vous vous présenter en 3 mots? Alors, en 3 mots ou 4, je suis Yannick Périgot, j'ai 5 Allez, ans. on va jusqu'à 5. Je dirige une agence de communication d'une petite trentaine de personnes qui travaillent beaucoup dans le monde du sponsoring, et je sais que je parle à beaucoup de gens en Vendée. Je travaille beaucoup pour le monde du Vendée Globe, mais également pour la communication d'entreprises ou de collectivités. Je suis, comme Philippe, un peu impliqué aussi dans des actions, on va dire, extérieures à mon métier propre au sein de la cantine numérique dont je suis administrateur. Et puis, c'est le lien aussi avec Harmonie Mutuelle. J'ai fait partie d'un groupe d'entrepreneurs qui a créé il y a 3 ans une association qui s'appelle Inspire sur la santé des dirigeants, en partant du principe qu'on s'occupe beaucoup des collaborateurs, mais assez peu des dirigeants, et qu'on a quelques bonnes pratiques à partager. Et puis, vu que je ne dors pas beaucoup, j'ai monté aussi une maison d'hôtes sur une péniche à Nantes, qui est un lieu assez exceptionnel et qui me permet de me ressourcer. Merci. Très bien. Alors, on va commencer le témoignage et on va débuter par Monsieur Fressé. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre vie de chef d'entreprise depuis 1 an, ainsi que le vécu de votre entreprise? Alors, tout à fait. Je vais commencer par l'entreprise et vous préciser un petit peu le contact. Et d'abord, importation, ça veut dire travailler avec l'amont, le Pérou, l'Inde, qui sont des pays qui ont été super impactés par cette pandémie. Donc, vous imaginez qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement, notamment en crevettes décortiquées crues. La main-d'œuvre était faiblement disponible.
que ce soit pour récolter les crevettes dans les fermes, que ce soit pour les décortiquer dans les usines. En plus, on a des mesures de distanciation qui ont été mises en place dans les usines. Donc, concrètement, l'arrêt de nos approvisionnements a duré à peu près, quasiment 5 mois, de fin avril à mi-septembre. Le confinement au Pérou a continué sur le mois de juin. Ils ont redémarré à décortiquer des crevettes début juillet. C'est parti mi-août, c'est arrivé mi-septembre. Voilà. Ça, c'est l'amont. L'aval, l'année 2020, elle a mal démarré. Même avant la pandémie, mon premier client a été liquidé. Donc, liquidation judiciaire d'un client qui faisait 27% du chiffre d'affaires. Ça secoue un peu. Donc, ensuite, la pandémie est arrivée là, avec des changements de comportement, dans la consommation notamment. Et puis, certains de nos clients fabricants de plats cuisinés ou autres salades étaient impactés par la restauration, étaient food service dépendants, comme on dit. En plus de tout ça, la GMS, bien sûr, a profité de la situation et a imposé des baisses de prix. Donc voilà, l'entreprise Crustamar était légèrement prise en étau. Pas d'appro de l'amont ou pas suffisamment et pas d'acceptation ou demande de baisse de prix. Qu'a fait le chef d'entreprise? Il a fallu s'adapter. Donc cette stratégie d'adaptation, il y a plusieurs éléments. Bien sûr du télétravail. Le 16 mars 2020, tout le monde est resté chez soi et on a télétravaillé dès le premier jour. Donc, on pouvait se le permettre, on avait quand même des ordinateurs chacun chez soi, qui nous permettaient de nous connecter sur le serveur dans le bureau. Ça nous permettait de réduire au maximum les risques de contamination. Et puis, bien sûr, notre métier nous le permet. On est dans une entreprise de service, on n'a pas à préparer des commandes nous-mêmes et un téléphone, un ordinateur, on peut travailler, je dirais, de n'importe où. Donc, ça sous-entendait de mettre en place aussi un petit rituel, des visios quotidiennes avec l'équipe. Au début, c'était tous les jours, et puis après, on a un petit peu espacé. Mais c'était hyper important au début, permettre d'expliquer, de rassurer les membres de l'équipe, de les motiver, de piloter forcément les actions, et puis d'écouter, en gros de manager. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On s'est diversifié, on a cherché des nouveaux clients pour la crevette bio, puisque le premier client était parti, il fallait bien en trouver d'autres. Ça met du temps, on ne référence pas une denrée alimentaire en 2-2. On a identifié un nouveau client également en Autriche, donc on fait un petit peu d'export sur l'Autriche. Bon, c'est 2 exemples pour montrer que finalement cette pression nous a permis d'aller chercher d'autres ressorts. Et puis, évidemment, on a pris des décisions. Donc, une des décisions que j'ai prises, là, c'était au 2e confinement, c'était de migrer tout notre système d'information sur une solution d'hébergement en cloud. Comme on n'était plus au bureau, je ne pouvais plus faire mon backup quotidien sur mon serveur physique dans le bureau. J'étais obligé de demander à un voisin, lui filer les clés, lui filer mon code et puis lui demander de me faire mes backups journaliers. Donc, je me suis dit que c'était pas ni pérenne ni serein. Et du coup, j'ai enclenché en novembre un appel d'offres, des rendez-vous en janvier, une mise en fonctionnement fin février. Donc, on était complètement nomades pour le 3e confinement, si je puis dire, et pour mars 2021, en sécurisant encore mieux nos données. Des décisions, on en a pris aussi sur le plan des aides étatiques. On a fait un petit peu appel au report de crédit. Bien sûr, on a fait appel au chômage partiel de juin à septembre. Après, il y avait l'été. Le mois de novembre était le pire depuis 10 ans. Il a fallu jongler. Ce n'était pas un arrêt total. Il fallait quand même répondre aux clients. Mais l'activité était hyper ralentie. Donc, c'était beaucoup d'administratifs, beaucoup de questions et beaucoup encore une fois, d'incertitudes. On est bien d'accord. On a fait appel au PGE. On avait énormément de stocks de crevettes qu'il a fallu, que le PGE nous a aidés à porter. Et puis encore une décision qu'on a prise, c'était la mise en vente de nos bureaux. Parce que 120 mètres carrés pour 5 personnes, quand les gens sont là à plein temps, c'est hyper confortable.
Mais quand les gens ne sont pas là, ou un jour par semaine, ça n'a plus vraiment de sens. Et du coup, ben, voilà, si quelqu'un cherche des bureaux de 120 mètres carrés à côté du pont de Cheviré, ils sont à vendre. Et le projet de déménagement se fait vers une surface plus petite, et peut-être un espace de coworking. Donc, en tout cas, voilà les décisions qu'on a prises. L'impact de tout ça, finalement, sur l'entreprise, c'est le résultat financier. Hein, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Donc, notre chiffre d'affaires n'a baissé que de 7%. À un moment, on aurait pensé que ça aurait pu être beaucoup plus. Et on a réduit énormément nos dépenses. Les frais de fonctionnement ont fondu. Il n'y a plus de salon professionnel. Globalement, et bonne nouvelle, le résultat est légèrement en hausse. Voilà pour ce vécu d'une année. Très bien. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Périgot. Donc, la même chose. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu depuis le début de la crise sanitaire, vous en tant que dirigeant d'entreprise et également votre entreprise, votre société? Bien, merci. Donc, nous, comme pas mal de gens, on est passé à peu près par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'abord la surprise, puis après l'incompréhension, et puis après, en s'écoutant un peu, on se dit qu'il y a un instinct de survie. On n'est pas tout seul dans ce cas-là, et donc il faut se remobiliser. On est passé par une phase aussi d'ultra écoute, d'écoute des collaborateurs et d'écoute des clients, parce que tout le monde était en souffrance. Et moi, je suis parti du principe que j'étais vivant, qu'il y en a qui étaient dans des situations plus compliquées que les nôtres. Et donc, il fallait qu'on soit en forme, et il n'y avait pas d'option là-dessus. Et puis qu'on accompagne aussi nos collaborateurs et nos clients qui étaient vraiment en souffrance. Nous, on a des clients qui sont dans des petites PME et qui étaient vraiment en difficulté. Et on a pris le temps d'échanger au téléphone. J'ai pris le temps d'échanger au téléphone, et bizarrement plus qu'avant, pour écouter les gens et partager. J'ai partagé mes souffrances, mes doutes avec des gens qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'entendre des gens parler de façon assez sincère comme ça, mais j'ai trouvé que bizarrement, la visio, elle a réduit les distances dans des échanges avec des clients, et puis également des clients dans des grands groupes où je travaille notamment dans le domaine de l'assurance pour des très grosses boîtes où tous les collaborateurs étaient chez eux, à Paris, dans des petits appartements, et eux, ils ont vraiment pris cher. Et donc, on a essayé de redévelopper un lien un peu différent pour donner de l'air et donner du souffle, et puis de travailler sur un rebond. Quelles ont été les conséquences pour nous? Alors nous, bizarrement, on n'a pas eu de conséquences directes du Covid, mais il se trouve que, pas de bol, juste après le premier confinement, on a perdu un client qui faisait 40% de notre chiffre d'affaires. Rien à voir avec le Covid, c'était un changement de stratégie. Par contre, c'était du jour au lendemain. Donc là, c'est pareil, deuxième claque, instinct de survie. Donc là, on a bien pris cher, hein, et à côté, le Covid, c'était un panari, hein, parce que voilà, c'était un client avec lequel on était en train de re-signer sur 4 ans. On était dans la phase de contrat. Donc là, ça a été très, très compliqué. Donc, il a fallu, moi, en tant que dirigeant, que déjà, je m'écoute un peu et je me dise, bon, mon copain, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas crever? Est-ce que tu vas survivre? La décision a été prise assez rapidement, je vais survivre. Et donc, comment on fait? En fait, ce qui est assez intéressant dans ce genre de situation, c'est que quand on est dans l'urgence ou quand on n'a pas le choix, comme je dis souvent, quand il y a le feu dans la baraque, on n'est pas en train de se couper les ongles, quoi. Donc, on va à l'essentiel. Et donc, on a mis en place au sein de l'équipe des réunions très courtes, très vives, où on était là pour parler, pas que des problèmes, pour parler aussi des choses qui allaient bien. Et puis, dès que ça traînait un peu, on coupait court, il fallait aller à l'essentiel, c'était l'instinct de survie. Pareil avec nos clients. Et moi, j'ai la chance d'accompagner des startups, et pendant quelques années, je suis allé beaucoup à San Francisco essayer de prendre un peu de nouvelles méthodes. Et depuis quelques années, ces nouvelles méthodes, on avait un peu du mal à les imposer dans les relations avec nos clients, et notamment les méthodes agiles pour essayer de faire en sorte à ce que les réunions soient un peu productives, un peu moins fatigantes, parce que l'écran, ça fatigue. Et on a réussi à réinsuffler des méthodes de coproduction, de co-création, qui sont devenues vachement sexy, vachement sympas.
On s'est rendu compte aussi qu'à la fois, on avait de la fatigue visuelle d'être tout le temps devant les écrans, mais on a aussi pas mal récupéré parce que nous, régulièrement, on allait faire des réunions à la Défense, on partait à 6 h le matin, on allait voir notre client à la Défense pour une heure et demie de réunion et on s'est rendu compte qu'on a gagné aussi beaucoup d'énergie en transformant ces réunions physiques un peu chronophages en réunion à distance avec cette dynamique. On a investi dans du matériel aussi pour avoir de la bonne vidéo et du bon son, parce que ça limite, ça limite la fatigue. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que mon projet que j'ai partagé avec l'équipe était possible. Et ce projet, c'était on va ressortir plus fort. Et donc, très rapidement, j'ai décidé de concrétiser des choses qui étaient dans les tuyaux, à savoir faire monter les cadres au capital, réorganiser l'entreprise par pôle en faisant monter des jeunes. À chaque fois, il y a un vieux, un jeune dans la boîte. Et on donne vraiment du pouvoir aux jeunes. On impose ces méthodes agiles pour essayer de faire en sorte à ce que les réunions, ça reste, on arrête de faire des tunnels et on va droit au but. On a aussi changé de locaux. Je travaillais depuis 7 ans sur un grand projet avec la cantine numérique pour nous déménager dans les anciennes à l'Alstom sur l'île de Nantes. Et on a décidé du jour au lendemain d'abandonner ce projet parce qu'on était en travail à distance. Et clairement, j'ai dû me battre à un moment, et je me bats toujours d'ailleurs, pour essayer de faire comprendre à mes collaborateurs que le travail à distance, ce n'est pas la norme. Le travail à distance est exceptionnel. Et il y en a clairement qui s'étaient installés là-dedans. Donc je me suis dit, OK, on va s'installer ailleurs. Il se trouve que j'ai des amis qui montaient un espace de coworking dans les locaux de la Madeleine à côté du CHU, où c'est un endroit assez sexy, où il y a d'autres personnes, il y a un bar au rez-de-chaussée, il y a un rooftop, etc. Donc on va essayer de recréer de la valeur autour de tout ça pour que les gens ne viennent pas seulement au boulot, mais viennent aussi dans un endroit assez agréable. Voilà, on est en train de mettre tout ça en œuvre. C'est compliqué. Et puis le vrai sujet aussi, il est d'être encore plus présent avec nos clients, qui eux aussi sont en souffrance. Dans les grands groupes, il n'y a plus aucune décision qui se prenne et nous, on est notamment sur les projets de sponsoring sur des budgets assez élevés. Et là, on essaie aussi de remettre de la dynamique, de leur ramener du sourire et de créer des rendez-vous, maintenant que c'est possible, dans des lieux inspirants. Donc sur ma péniche, sur l'herbe, mais également ailleurs, essayer d'arrêter de se voir dans des bureaux fermés avec de la lumière blanche, mais de créer des moments conviviaux pour mieux travailler. Voilà, en résumé, comment ça s'est passé depuis 1 an pour moi. Merci. Et donc, pour compléter dans vos 2 témoignages, là, Monsieur Fressé, Monsieur Périgot, quelles sont vos bonnes pratiques quotidiennes à nous partager en tant que chef d'entreprise? Donc, on va redonner la parole à Monsieur Fressé et puis on viendra vers vous après, Monsieur Périgot. Alors, les bonnes pratiques que nous pas avons… une question piège. Hein. Pardon? Je dis, c'est pas une question piège. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, on n'arrête pas de le dire. Et le constat, c'est que nous avons une certitude, on est dans l'incertitude. Donc, le stress est présent. Pas beaucoup plus qu'avant, la crise du Covid en ce qui me concerne. Après, je ne suis pas quelqu'un de nature stressé, hein, où des fois je m'appuie sur mon angoisse et ça peut être moteur. Mais c'est jusque-là, on est dans un stress juste continuel. Donc, ce n'est pas un gros niveau, mais c'est voilà, c'est tout le temps présent ou omniprésent. Donc, moi, j'ai finalement continué à faire ce que je faisais déjà, et peut-être que je l'ai renforcé, peut-être que j'ai appris aussi à mieux me connaître, mais en tout cas, je me suis préservé. Hein, j'ai préservé du temps pour moi, et en partant du principe qu'il y avait au moins 2 ressources sacrées, c'était mon sommeil et mon alimentation qui devaient être saines et variées, et du coup, vraiment miser sur la santé. L'aspect, la santé physique, hein, continuer à avoir une ou des activités sportives. Je pratique de l'aïkido, mais pendant le premier confinement, je me rappelle que je sortais quasiment tous les jours. On avait le droit à 1 heure et 1 kilomètre de chez soi. J'ai découvert mon quartier proche. Sur le deuxième confinement, avec des collègues, on a mis en ligne des cours d'Aiki-Taiso. L'Aiki-Taiso, c'est la préparation physique qu'il y a avant l'Aikido, proprement dit. Enfin, ça fait partie de l'Aikido, mais on a donné la possibilité, d'abord au niveau du département, puis au niveau régional, d'avoir 2 à 3 fois par semaine de l'activité physique. Alors oui, c'est en ligne, c'est derrière un écran, mais finalement, c'est mieux que rien. Et puis, ça s'est même étendu
toute la France. Et puis, on a eu des cours avec des Allemands, des Hollandais. Enfin, ça a pris une belle ampleur. Et miser sur sa santé mentale et spirituelle aussi. Hein, sur le deuxième confinement, ça devait être, ouais, c'est ça, c'était en novembre. J'ai découvert, grâce à ma tendre épouse, le yoga Kundalini. Et on avait un petit rituel quotidien en fin de journée. Et on passait 1 heure, encore une fois, à pratiquer. Alors, ce n'est pas un yoga postural, hein, c'est plutôt méditatif. Et du coup, avec des mantras et des vibrations qui font qu'on sort de là, on est sur un petit nuage. Et pour garder sa santé mentale, il faut être entouré, enfin, il faut rester entouré, hein, la famille proche, les amis, la famille peut-être un peu plus lointaine, même si c'est en visio. Je pense qu'on a tous connu l'apéro Zoom, les apéros Zoom du mois de mars, des jeux de société, de la lecture, on a bouffé un peu de séries aussi, forcément. Et tout ça, je pense que ça m'a permis de mieux gérer mon énergie, mieux gérer mes émotions. Et finalement, comment dire, partir du principe que mes performances personnelles vont influer sur mes performances professionnelles, qui vont influer sur les performances de l'entreprise. Et du coup, c'était ma principale bonne pratique, c'était vraiment préserver le temps, la santé. Et du coup, tout ça, ça permet une vraie prise de recul. J'ai trouvé le temps de bosser sur la stratégie commerciale de Crustamar et de l'affiner, chose que je n'avais pas fait depuis des années et que je devais faire depuis des années. Donc, je rejoins ce que tu disais, Yannick. Et puis aussi, travailler sur une projection post-Covid. On ne reviendra pas dans la vie d'avant, mais on aura une vie d'après, perso et pro, et qu'est-ce que ça peut donner. Donc, un des éléments qui sort de ça, notamment, c'est on va limiter nos déplacements. Et là aussi, je rejoins ce que tu disais, Yannick, c'est-à-dire que moi, j'ai appris à faire connaissance avec des fournisseurs, avec des clients prospects en visio, que ça soit à 50 km du bureau ou à l'autre bout de la planète. Finalement, il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Ou je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout faire en visio, je suis en train de dire qu'on peut limiter nos déplacements et le faire plus à bon escient. Donc tout ça, ça résonne avec un engagement finalement que Crustamar a pris aussi, même si c'était sous-jacent. On s'est vraiment dit, ça y est, on s'engage dans une démarche de certification RSE. On va encore plus développer notre politique achat responsable. On va essayer encore plus de promouvoir des produits labellisés, pêche durable ou aquaculture durable ou bio. Donc, voilà un petit peu les principales prises de recul là, qui me viennent tout de suite à l'esprit. Merci, Monsieur Fressé. Et vous, Monsieur Périgot, vos bonnes pratiques quotidiennes, quelles sont-elles? J'en ai plein. Faut juste que je vous avoue un truc qui est vachement important dans ma vie d'entrepreneur, c'est que je commence à avoir un peu le cuir tanné avec ce qu'on peut appeler communément la loi de l'emmerdement maximum. Il se trouve qu'il y a 10 ans, je me suis séparé de la mère de mes enfants. Donc ça, tout le monde s'en fiche, mais au détail près qu'elle travaillait chez nous, elle était associée dans la boîte, elle était associée dans la SCI. Et là, j'ai vraiment vécu un moment difficile où j'ai vraiment sombré, j'étais au fond du trou. En fait, j'étais au fond du trou, au fond de moi-même, parce qu'évidemment, je gardais la face, parce qu'un chef d'entreprise n'a pas le droit à l'erreur, n'a pas le droit de faiblir, n'a pas le droit d'être fragile, et que si vous arrivez le matin au bureau, puis que vous avez une vingtaine de gus qui vous regardent et que vous faites une tête de 6 pieds de long, eh ben, bizarrement, ça a une influence sur l'atmosphère globale. Et donc, lorsque vous êtes au fond du trou, ben, vous apprenez c'est l'instinct de survie encore une fois, à parler un peu plus, vous n'avez plus de filtre. Et j'ai parlé à d'autres chefs d'entreprise, des copains, des clients, etc. Et puis j'ai dit, voilà, là, je vis un moment extrêmement difficile. Et c'est marrant parce que j'ai vu que les langues se déliaient, en fait, et que tout le monde avait habituellement
l'air d'être en super forme, etc. Et en échangeant comme ça, je me suis rendu compte que en fait, tout le monde a vécu des moments difficiles. Et de bouche à oreille, on a échangé des tuyaux. Et les tuyaux, c'était s'écouter. Les tuyaux, c'était partir du principe que lorsqu'on est en difficulté, il n'y a pas que la médecine officielle avec la chimie et les médicaments, il y a plein de médecines alternatives et ce n'est pas un truc de gourou. Donc j'ai commencé en disant de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc je suis allé voir des énergéticiens, des magnétiseurs. J'ai fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Je suis allé voir des ostéos, des biokinergistes, etc., etc. Et ça a été une révolution dans ma vie. Ça a été une révolution dans ma vie à tel point que j'ai appliqué ces méthodes-là dans des méthodes de coaching. Alors moi, je travaille beaucoup avec des marins qui font le tour du monde. Donc, ce sont des gens assez exceptionnels physiquement. Techniquement, ils ont des machines assez extraordinaires. Et en discutant avec eux, j'ai réussi à les convaincre, et je n'ai pas eu beaucoup de mal, que la recherche de performance, ça passe par le mental. Et le champ des possibles sur le mental, il est absolument extraordinaire et on ne l'exploite pas. Donc, essayons de s'écouter et essayons de trouver des solutions à ce problème-là. Si je me coupe un doigt, je mets un pansement. Si j'ai un problème de surcharge mentale, eh bien, il y a des solutions. Et donc, j'ai exploré tout ça et c'est ce que j'ai appliqué là en fin de Covid. Toujours, d'ailleurs, depuis que j'ai goûté à ça, je l'applique toujours et j'en parle énormément autour de moi. Et j'impose à des gens qui sont des copains, moi, chefs d'entreprise, qui sont très cartésiens, je leur dis, tu sais quoi, tu te tais, tu ne poses pas de questions, tu vas voir cette personne-là et on en reparle après. J'ai même envoyé mon banquier, etc., etc. Mon banquier, il est carré, hein. C'est un banquier vendéen, du Crédit Agricole. Et il est carré. Je lui dis, t'es stressé là, va voir ces gens-là. Et c'est assez extraordinaire ce qu'on a pu partager a posteriori, parce que ces gens-là me disent merci, 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 merci de m'avoir convaincu d'aller voir des gens pour essayer de prendre soin de moi. Donc moi, c'est ce que je m'applique au quotidien. C'est ce que j'applique aussi à mes collaborateurs. Alors, il y en a qui vont faire de la méditation, comme Philippe, etc. Mais en fait, en tout cas, chacun peut trouver son outil, mais il faut vraiment, vraiment s'écouter, se regarder dans la glace et se dire, est-ce que je suis en forme? Je suis en face de moi-même. Et la vérité, c'est est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en harmonie? Est-ce que je me sens heureux? Eh ben, la réponse est souvent non. Pourquoi? Bah parce que j'ai du stress, parce que j'ose pas dire à mon épouse que j'ai des problèmes au boulot parce qu'elle va flipper. J'ose pas dire à mes collaborateurs que c'est des cons parce qu'ils font pas le boulot. Voilà, bah, y a des manières de dire les choses, mais il faut apprendre à se décharger. Et c'est assez exceptionnel quand on a trouvé la clé. Alors évidemment, on la cherche, on n'a jamais trouvé définitivement la clé. Mais quand vous avez commencé à mettre le doigt là-dessus, c'est assez extraordinaire ce qui arrive parce que vous êtes en harmonie. Et moi, je me surprends avec une charge de travail de malade, de me lever le matin avec la caisse. Même quand j'ai picolé un peu la veille parce qu'on est volontiers festif dans le monde des marins, eh ben, je me réveille en forme, je suis heureux de vivre, je suis efficace à mon boulot. S'il y a un problème, je le dis. Et pareil, si j'ai appris aux gens qui m'entourent de me dire Yannick, tu déconnes, tu vas trop vite, on n'arrive pas à te suivre, etc., etc. Et ça crée une espèce d'harmonie globale qui est assez chouette. Et dans les autres choses, évidemment, qu'on apprend dans ces cas-là, comme le disait Philippe, ben, c'est s'écouter. Ça veut dire bien manger, bien dormir, se rappeler de temps en temps qu'on ne sauve pas des vies. Et puis que, bah, effectivement, on avait prévu de faire plein de choses aujourd'hui, bah, on va les faire demain et on va l'expliquer aux gens. Mais essayer de se décharger un petit peu. Et tout ça, ça crée une harmonie superbe. Et surtout, parler de sa souffrance. Il ne s'agit pas de pleurer toutes les 5 minutes, mais on a une sensibilité. L'homme et le chef d'entreprise ne font qu'un. On a une sensibilité. On a le droit d'être en difficulté. Il faut en parler sans tabou autour de soi, parce que les gens peuvent le comprendre et peuvent mieux comprendre comment vous réagissez. Voilà, essayez d'être un peu plus ouvert, transparent. Et je vous assure, c'est une recette miracle, ça vous redonne le sourire. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Je vous propose de passer aux résultats. Agathe? Ouais, merci Agathe.
Alors, nous vous avons demandé, lors de l'inscription à ce webinaire, de répondre à un questionnaire sur votre vécu de chef d'entreprise. Nous vous remercions d'avoir pris ce temps, d'autant qu'il fallait faire la démarche en cliquant sur le lien et prendre le temps de répondre. Donc, merci beaucoup. Quel a été votre niveau d'activité durant la crise sanitaire, sachant bien évidemment que cette crise n'est pas encore terminée, hélas? Alors, moins de 22% d'entre vous ont maintenu leur activité. Une grande majorité, pour les 3/4, qui ont subi un impact négatif avec une baisse d'activité, voire pour 12% d'entre vous, un arrêt total. Et presque 50% ont eu une hausse d'activité. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées? C'est vraiment la question portait sur les difficultés sur votre personne et les réponses étaient à choix multiples. L'augmentation du stress en premier pour plus de la moitié des répondants. La santé mentale a été aussi impactée pour près de 40% des répondants. Moins d'impact sur la santé physique au dire des résultats. Beaucoup de souffrances également liées à l'isolement et à la solitude pour plus d'une personne sur 3, donc c'est quand même important. Et 1/4 a été confronté à des difficultés d'ordre personnel et ou familial. Agathe, tu peux passer à la dia suivante, merci. Les solutions de secours, et bien sûr, elles sont cohérentes avec les difficultés rencontrées. En premier, le réflexe a été de faire appel à son réseau. Le second, des solutions pratico-pratiques avec des techniques de gestion du stress et bien évidemment des suivis médicaux. Est-ce que ces solutions ont fonctionné? Eh bien, oui, pour 83% d'entre vous, soit entièrement ou alors partiellement, mais c'est plutôt positif. Donc, voici rapidement la restitution de ces questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Myriam qui va approfondir la notion de vivre avec l'incertitude. Donc, parler d'incertitude, c'est en fait avoir l'image d'un nuage, un nuage d'incertitude qui, selon les secteurs d'activité dans lesquels vous vous exercez, votre métier, va être plus ou moins gris, plus ou moins foncé. L'incertitude, en fait, c'est assimilable à une rupture d'équilibre. Souvent, pour bon nombre d'entre nous, et donc des chefs d'entreprise, cette rupture d'équilibre est symbole et résonne en risque et en danger. Alors, 3 composantes à l'incertitude. Il y a tout d'abord toutes les composantes liées à l'information, aux informations que vous avez, le manque de connaissances, de complexité, d'ambiguïté, d'instabilité, de volatilité d'informations, et également, et là on le vit aussi depuis 1 an, la contradiction de certaines informations que vous possédez. À cela s'ajoute le champ émotionnel. L'une des premières émotions ressenties quand on est en incertitude assimilée à la notion de risque et de danger, c'est la peur. C'est une réponse automatique. En soi, elle n'est pas négative ou positive, elle est plus désagréable. Mais du coup, voilà, c'est une réponse automatique. D'autres émotions peuvent être ressenties, de type colère, voire tristesse. Et puis, un troisième point dans les composantes de l'incertitude, et là, ça a tout son sens en tant que chef d'entreprise, c'est votre besoin aussi de décider et d'agir en tant qu'entrepreneur. Diapo suivante, Agathe, s'il te plaît. Alors, dans les facteurs qui agissent sur l'incertitude et sur le fait d'avoir potentiellement cette amplification de ressenti d'incertitude et de vécu, il y a tout le champ déjà individuel, à savoir votre expérience, votre savoir-faire, votre savoir, vos capacités, votre personnalité, vos croyances, tout ce qui est bien évidemment émotion, et puis le degré de confiance en soi. Et puis, il y a un volet aussi collectif d'interaction avec les autres, alors à l'échelle de votre entourage, de vos réseaux, de votre réseau, y compris des réseaux sociaux. Et ces 2 grandes catégories de facteurs peuvent amplifier l'incertitude et du coup la percevoir potentiellement comme un danger. Alors, quand on s'ouvre un petit peu au monde et à ce qui se passe autour de nous, on constate que au niveau
du continent asiatique, l'incertitude est représentée par deux idéogrammes, l'un représentant le danger, l'autre l'opportunité. Et du coup, l'incertitude en vision opportunité, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est à la fois un accélérateur et un révélateur des fragilités de l'entreprise ou de ses signaux faibles, l'objectif étant d'agir pour corriger ces éléments, et également révélateur de bases solides. Et là, l'idée est d'agir pour consolider. Et là, nos deux témoins nous ont exprimé tout à l'heure au travers leur parcours de vie et de vécu depuis un an. Agathe, s'il te plaît. Donc, dans les leviers, trois principaux leviers pour réussir à vivre avec et dépasser ce sentiment d'incertitude. C'est tout d'abord la prise de conscience. L'idée étant de comprendre pour pouvoir agir. Ensuite, c'est de pratiquer l'agilité. Alors, l'agilité à deux échelles, à deux niveaux, au niveau de l'entreprise et au niveau de vous en tant qu'entrepreneur. Si on se focalise sur le premier niveau, au niveau de l'entreprise, je viens de le dire, l'idée, c'est de consolider les bases solides, le socle solide que vous avez au sein de votre structure. C'est aussi, pour être agile, c'est pratiquer l'imparfait et l'action rapide. Aller à l'essentiel, comme le disait tout à l'heure M. Périgot, sachant que bon nombre de chefs d'entreprise sont dans le fonctionnement suivant, c'est-à-dire un fonctionnement rassurant où ils ont besoin de contrôle et besoin de maîtriser les choses. Et du coup, ce fonctionnement-là devient vite handicapant dans des périodes de troubles où il y a des ruptures d'équilibre telles que nous vivons depuis un an. Donc, l'idée, c'est de réussir aussi à dépasser ça. C'est de combler le manque d'information, puisque c'est l'une des premières composantes de l'incertitude, de pouvoir aussi anticiper des scénarios afin de diminuer le risque et votre niveau de stress, et d'être dans l'adaptation parfois qui est permanente, de vous réinventer avec, pour petit signal, c'est que ça mobilise énormément d'énergie. Et comme comme les deux témoins nous l'ont exprimé, l'objectif est bien évidemment de vous préserver pour pouvoir conserver vos capacités à entreprendre, vos ressources et vos capacités à décider. À votre échelle, c'est donc en tant qu'entrepreneur, identifier votre vécu, votre ressenti face à l'incertitude. Alors, bien évidemment, sans jugement, avec énormément de bienveillance et de l'honnêteté par rapport à vous-même. Également peut-être pour certains une certaine part aussi de courage. Vous l'avez exprimé dans les questionnaires et puis également dans les libres propos, les commentaires libres pour ceux qui ont répondu aux questionnaires, c'est d'identifier vos pensées, vos émotions, votre stress, parfois l'anxiété pour certains, tout ce qui est lié à la fatigue, qu'elle soit psychique et ou physique, et puis également tout le volet lié au changement de comportement. Et puis, dernier point, dans les leviers activés, c'est la prise de recul, le pas de côté et la capacité à s'entourer et à parler, à verbaliser les choses. Je reprends les propos de M. Périgot, sans honte ni culpabilité, c'est malheureusement bien connu chez les chefs d'entreprise. Donc, c'est dépasser cette crainte que vous pouvez avoir par rapport à ça. C'est de faire le point, du coup, en s'entourant, c'est de vous aider à agir avec discernement, par ce regard externe, ce conseil externe. Et donc, c'est de faire le point sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, pourrait mieux fonctionner afin de faciliter votre rebond. Alors, quand je dis votre rebond, c'est bien évidemment le vôtre, mais aussi celui de l'entreprise, puisque l'un et l'autre sont liés. Donc, maintenant, on va passer à la foire aux questions. Et donc, je vais redonner la parole à Catherine, qui va pouvoir nous exprimer et nous exposer les différentes questions que vous nous avez adressé dans le chat. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, on a dans le chat une question pour Monsieur Périgot. D'ailleurs, Monsieur Fressé, vous pouvez certainement y répondre aussi. Monsieur Périgot, vous avez parlé de méthodes agiles. Quelles sont-elles? Alors, les méthodes agiles, c'est devenu un gros mot tellement on en parle beaucoup, mais en fait, ce sont des sujets d'optimisation. Une méthode agile, ça a été inventé dans le monde de l'informatique à San Francisco. Pour faire un développement informatique, avant, il fallait 4 mois.
Et l'une des méthodes agiles, c'est plutôt que de faire un gros développement en 4 mois, on a fait 10 développements courts et on a fait un petit développement, on l'a testé, ça marche pas. Si ça marche, on peut attaquer la deuxième phase. Si ça marche pas, on corrige la première. Et ce qui fait qu'on peut, en se donnant le droit à l'erreur, on peut essayer comme ça de développer un process d'innovation ou de créativité qui est beaucoup plus efficace. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la fin du développement ou la fin du process de création avant d'en pouvoir en tirer les bénéfices. Et donc, dans le monde de la réunion ou le monde de la créativité, qui est celui dans lequel moi j'officie, on a appliqué ces méthodes-là qui viennent de l'informatique à avec un certain nombre de règles du jeu, ou que vous soyez en visio, en réunion physique ou en réunion mixte, physique et en visio, eh bien, il y a des règles qui sont des règles de bon sens. On fait un ordre du jour, on arrive à l'heure, on écoute le voisin, on construit sur l'idée de l'autre, on rebondit sur l'idée de l'autre. Jamais on sort de réunion en n'ayant pas validé un compte-rendu même oral, c'est-à-dire nous sommes bien d'accord, nous nous sommes dit ça, 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 ça et ça, pour éviter un truc que moi j'ai vécu en travaillant pour des grands groupes. On se dit plein de choses dans une réunion à 18, tout le monde est super d'accord, et puis après dans les couloirs on dit ouais mais en fait c'était des conneries, il ne faut pas le faire. Ok, voilà, c'est plein de petits outils comme ça qui s'appellent la méthode agile, qui s'appelle la co-construction, et il y a des cabinets qui accompagnent ou des consultants qui accompagnent ce genre de choses. Et c'est vraiment il ne faut pas en faire l'économie, en fait, parce que, en fait, si vous mettez, j'en sais rien, moi, 2, 3, 4, 5 000 euros pour vous faire accompagner sur ces méthodes-là, ça vous fait gagner des millions de dollars à la fois en énergie, mais surtout en efficacité, parce que les gens, ils traînent plus des pieds pour aller aux réunions, et les réunions sont efficaces. Inutile de vous dire que ça vaut beaucoup de pognon. Voilà. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a une méthode qui s'appelle la co-construction aussi, le co-développement. Le co-développement, c'est quelque chose d'assez magique. Voilà. Il y a plein de types de méthodes agiles qui s'appliquent à différents univers, différents métiers. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça s'applique à tous les métiers. Et Monsieur Fressé, vous voulez ajouter quelque chose? J'active mon micro, merci. Alors moi, j'ai pas de théorie aussi pointue que Yannick sur l'agilité, mais effectivement, je pars du principe qu'une réunion doit être courte et synthétique, et avec un ordre du jour et avec une conclusion. Alors, je suis à 100% d'accord. Moi, je prendrais peut-être l'exemple d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Rework, hein, donc retravail, qui a été fait par des informaticiens, donc ça rejoint ce que tu dis Yannick, et qui à chaque page donne une petite leçon et une petite justement bonne pratique. Et un des principes, c'est effectivement qu'il faut lancer un produit même s'il n'est pas fini. C'est pas la peine d'attendre que tout le cycle de création soit fait, parce que sinon on n'y arrive jamais, notamment sur les créations de logiciels. Et j'envoie une version bêta, et du coup, mes clients utilisateurs vont la tester, vont me donner du feedback, et je vais pouvoir comment dire, la peaufiner et l'améliorer. Et donc, c'est faire finalement participer tout le monde. Donc voilà, l'agilité, c'est vraiment essayer de ne pas se mettre de limites et d'être capable de se dire, bon, ben là, je suis coincé. Ben, on le retrouve en Aikido, hein, quand on ne peut pas aller par là, eh bien, on va essayer d'aller par là, par là, par là, par là, il y a toujours un chemin. Donc, voilà mon agilité. Et juste pour compléter, et là, ce sont des choses qu'on peut s'appliquer tous les jours. Dans l'agilité, c'est se donner le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'on n'est jamais parfait. Et si on se donne le droit à l'erreur et on le donne à nos collaborateurs et qu'on explique ça à nos clients, ça enlève énormément de stress, en fait, parce qu'on dit, on teste des choses. Si on ne se donne pas le droit à l'erreur, alors on se refuse de tester des choses. Or, la solution qu'on doit chercher, et je parle encore chez nous en processus créatif ou en concept de communication, si on a peur d'oser, si on n'ose pas, alors on perd énormément d'opportunités. Donc moi je dis souvent, par exemple, mon métier, c'est d'inventer des idées stupides. Mais à force de balancer des idées stupides, eh ben, bizarrement, les gens ils construisent là-dessus et à la fin on aboutit à quelque chose. Si je m'empêche de faire ça,
ça ne marche pas, ou je reste dans un prisme extrêmement restreint. Par contre, l'exercice délicat, c'est si je me donne le droit à l'erreur, je dois aussi, notamment en termes de management et de relations avec mes clients, donner aussi le droit à l'erreur aux gens. Si vous dites à vos collaborateurs, écoute, vas-y, teste, c'est pas grave, on verra ce que ça donne, et que vous l'engueulez dès qu'il fait une connerie, effectivement, ça ne marche pas. Voilà, il y a une hygiène aussi qui va en face. Mais si vous arrivez à mettre ça en place, ça donne une espèce de respiration absolument fabuleuse et ça redonne la banane aux gens. Alors, on vient d'avoir une question. Que conseillerez-vous pour les dirigeants artisans qui travaillent à domicile et donc qui éprouvent des difficultés à dissocier la sphère familiale et sphère professionnelle et qui accentuent par la même occasion son isolement? Philippe? Double peine. Merci Yannick. Alors, il y a deux méthodes, hein. Il y a la méthode physique, c'est pour dissocier les deux vies, pro et perso. Quand on bosse de chez soi, il faut une pièce à part entière dédiée au travail, surtout si on a du mal à faire la part des choses. Être à l'heure aux réunions ou tout simplement se dire je commence à telle heure et puis je finis à telle heure et puis point barre. Après, l'isolement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir continuer à voir des gens, voir sa famille, voir ses amis, voir des clients, voir des fournisseurs et pas hésiter à le faire en visio. Donc peut-être qu'il faut s'équiper d'un bon ordi, une bonne connexion Internet, c'est maintenant donné à peu près à tout le monde. Et voilà, mes premiers conseils comment dire, à l'artisan dirigeant qui a du mal à dissocier, qui a du mal à ne pas être isolé. Moi, je rajouterais que le lieu physique, il est capital. Et pour l'avoir vécu, là, moi, j'ai la chance d'avoir des grands-enfants, mais qui sont parfois un peu bruyants. Ce n'est juste pas possible de faire une visio, de travailler et d'avoir un environnement familial autour. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles du jeu en interne déjà, en disant comme là, hop, c'est ma fille qui vient de rentrer là. Elle a bien compris, vu le regard que je lui ai lancé, que ce n'était pas le moment. Voilà. Et pourtant, elle était prévenue. Ça, c'est une hygiène personnelle et chacun doit le comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que vous êtes disponible pour votre conjoint, vos enfants, etc. Tu pars du principe que je ne suis pas là. Ensuite, si on est isolé, il faut trouver aussi des solutions pour être moins isolé. Moi, en ce moment, j'impose énormément de rendez-vous physiques. C'est-à-dire que je dis à mes collaborateurs et à mes clients, c'est bon, maintenant on a le droit. Donc on va respecter un certain nombre de règles qui sont les règles à la mode, mais on a le droit. Donc on ne cède pas non plus à la facilité de ne faire que des réunions en visio, parce que finalement c'est confortable, parce que je reste en pantoufle chez moi, et puis comme ça, discrètement, si je ne mets pas la caméra, je peux préparer mon dîner en même temps. Non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de voir les gens. Parce que quand on voit les gens, même si c'est plus une poignée de main, même si c'est un check, il y a un transfert d'énergie. On se voit dans les yeux. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, si on est isolé chez soi et qu'on a l'opportunité de se déplacer, il faut reprendre la route. Il faut arrêter de ne faire que des visios parce que ça nous rend sec, ça nous rend triste. Et c'est un sujet d'énergie. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens, il y a un transfert d'énergie qui s'opère. Quand vous êtes avec un écran à distance, il n'y a pas de transfert d'énergie. Voilà. Et ça, maintenant que je vous l'ai dit, vous le testerez. Et vous allez voir que c'est absolument incroyable. Donc, il faut sortir de chez soi, il faut aller voir les gens. Et puis puisqu'il n'y a pas parfois c'est difficile d'avoir un transfert d'énergie avec des gens, on peut avoir un transfert d'énergie avec la nature. Et donc, on s'impose de prendre l'air, qu'il pleuve, qu'il vente. Ce n'est pas humain de rester enfermé dans une pièce toute la journée devant un écran. Donc, il faut faire des breaks. Donc, il faut aller respirer, marcher dans la nature, etc. etc. Et ça vous ressource. Ça vous ressource et c'est capital. Et faire du sport, plus que jamais, c'est vital. C'est vraiment, vraiment vital. Pour compléter ce que vous disiez à l'instant, il y a, c'est passé dans le chat, les espaces de coworking qui permettent de rompre l'isolement. Absolument. Mais vous tapez un caillou dans un caillou, il en sort 50 des espaces de coworking. Et c'est sympa, hein, c'est une super ambiance. Hein. Il faut se l'imposer.
Catherine, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est terminé pour les questions. Ok, ben on va vous donner la parole à monsieur Fressé et monsieur Périgot pour conclure ce webinaire et puis respecter le timing que l'on s'était donné. Donc, pour conclure cette table ronde inspirante, quels sont les 3 derniers conseils que vous souhaiteriez nous partager? Donc, on va commencer par monsieur Fressé et puis monsieur Périgot pour enchaîner. Alors, moi, je n'ai pas 3 conseils, j'en ai 4, mais ça va aller vite. Le premier, c'est vraiment rester optimiste et communiquer cette vision, cette humeur, ce parti pris en interne, d'accord? Donc, s'accrocher à tous les petits points positifs possibles. Le deuxième, c'est s'entourer. Je me répète, on se répète, on l'a déjà dit. Hein, c'est vraiment faire fonctionner son réseau. Crustamar fait partie, par exemple, d'un syndicat de cuiseurs de crevettes et crustacés. Pendant le confinement et pendant au moins 6 mois, tous les mois, on avait un échange et on faisait un tour d'écran de qui fait quoi et qu'est-ce qui t'arrive à toi. Le troisième conseil, c'est s'écouter. Je me répète, on l'a dit. Hein, attention à la surchauffe ou à la souffrance. Mais aussi suivre ses intuitions, se dire je crois en ça et tenter justement. Et puis le dernier conseil, pardon, c'est développer son agilité et ça aussi on l'a déjà dit. À toi Yannick. Alors moi j'en ai 20 mais je vais aller vite. En fait il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et que j'ai découverte pendant le confinement, c'est que le niveau de stress faisait que moi, à un moment, j'avais plus de filtre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans mon entourage qui étaient toxiques, en fait. Et je ne les voyais pas. Et j'ai fait un exercice que l'un de mes thérapeutes m'a donné en me disant, tu fermes les yeux, tu rouvres tes yeux et tu penses à cette personne-là. Et c'est quoi le premier sentiment que tu as? C'est un sentiment positif ou un sentiment négatif? Et ben voilà, il y avait des gens dans mon entourage qui étaient toxiques. Donc, j'ai essayé de prendre du recul. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même des gens qui vous plombent la vie. Et il faut savoir leur dire, il faut savoir essayer de s'en écarter. Parce qu'à un moment, vous pourrez chercher toutes les solutions du monde. Ça vient aussi de votre entourage. Décidez vite et changez vite. Donc, ça rejoint le droit à l'erreur, mais on a le droit de décider vite. On n'est pas obligé de discuter pendant des heures. Et il y a un moment, l'urgence fait que vous êtes le patron. C'est pas être dictateur que de trancher. Ok, on arrête de discuter, on y va, on teste, on avance, décidez vite, tranchez vite, testez des choses, apprendre à gérer les priorités. Il y a des choses supra-essentielles et des choses moins essentielles. Et quand on est cramé, parfois on peut se noyer dans les détails. Et surtout se dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment fondamental, ce que je suis en train de faire en ce moment, gérer les priorités. Déléguer, faire confiance. Même si vous êtes dans la boîte depuis 20 ans et que vous travaillez avec des gens depuis 20 ans, il y a des gens, si vous voulez, qui grandissent autour de vous et si vous voulez vous décharger, il faut apprendre à faire confiance et donner le droit à l'erreur. S'écouter, on l'a dit, et faire du développement personnel, c'est un mot valise, mais il y a des économies à ne pas faire. Donc, urgemment, vous allez vous renseigner sur tout ce qui concerne le développement personnel, parce que lorsque votre bagnole a un problème, vous l'emmenez chez le mécano. Si vous avez un problème, y compris psychologique ou de surcharge mentale, vous devez soigner ça en urgence. Et c'est pas être en dépression, c'est pas, etc. Il y a plein d'autres solutions. Prenez soin de vous. Parce que c'est ce qu'on développe dans l'association Inspire, si vous n'êtes pas performant, alors vous prenez des mauvaises décisions, alors vous êtes mal entouré, et à la fin vous faites de la merde, et votre boîte elle est en difficulté, et vous êtes mal, et puis après, il y a des gens qui divorcent, et malheureusement il y a aussi des gens qui se suicident. Donc il faut à un moment prendre soin de soi parce que vous êtes la clé de l'entreprise. Recentrez-vous, vous êtes la clé de l'entreprise, donc vous devez avoir la super caisse, et vraiment au fond de vous-même, hein, pas en apparence, vous devez avoir une super patate. Merci à tous les deux. Je redonne la parole à Isabelle et Dominique. Eh bien, merci beaucoup. Écoutez, les commentaires que j'ai lus, c'était quelle énergie. Voilà, en tout cas, je pense que sur l'inspiration, messieurs et mesdames, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie sur
transmise sur ce webinaire. Donc, merci à tous. Je vois, Dominique, tu es là ou pas? Ah non. Oui, je suis là, mais je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire. Je m'en doutais un petit peu, connaissant Philippe et Yannick, qu'ils ne pouvaient pas en être autrement, et je pense que tout le monde va pouvoir repartir avec des idées, des choses à mettre en place, et c'était tout l'objectif, en tout cas, de ce webinaire. Vous vouliez rajouter peut-être un petit mot ou pas du tout? C'est bon pour Myriam et Catherine? Et vous, messieurs, c'est bon aussi? C'est bon, on se tient à la disposition. Dans des heures, hein. C'est pas le format qui a été utilisé, mais pour avoir goûté à ces échanges-là et avoir identifié le bien que ça fait, moi, je peux juste vous dire à tous les gens qui sont en ligne, si vous voulez poursuivre les échanges, voilà, ou si vous voulez échanger sur des problématiques, ben, vraiment, moi, je suis super disponible et très heureux de partager avec vous et d'échanger, et particulièrement si vous êtes en difficulté ou pas. Mais voilà, on est là, on est dans un monde de bienveillance et de solidarité, et donc derrière, il faut que les actes suivent. Donc moi, je suis à votre disposition si besoin. Pareil pour moi, je ne peux pas dire mieux. Et puis, une bonne crevette bio, ça raconte son nom. Si vous cherchez une agence de communication qui déchire, ou si vous voulez monter un projet de sponsoring autour de la voile, bah, vous savez où taper maintenant. En tout cas, effectivement, on est tous disponibles pour vous. Et en tout cas, chers dirigeants, on vous souhaite voilà, plein de bonnes choses, plein d'énergie. Et puis, vous êtes formidables. Donc, on va tous y arriver. Et voilà, plein de choses positives pour tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.